Bonjour Benoît Hénault, bienvenue. Vous Bonjour. êtes donc le président du directoire du groupe Erige, près de 2500 collaborateurs en équivalent temps plein et un chiffre d'affaires 2021 de 712 millions d'euros. Groupe vendéen, 3 sociétés pour 3 métiers différents, c'est ça ? Exactement. 3 métiers, des origines vendéennes, plus de 100 ans d'histoire, groupe familial. Qui a commencé historiquement avec le métier du négoce, ensuite qui s'est tourné vers le béton et puis vers la menuiserie industrielle. Ouais. 3 métiers qui sont tous dans l'univers du bâtiment, de la construction, de la rénovation, du neuf, donc avec beaucoup de défis passionnants et d'hommes et de femmes qui sont là, et notamment dans des périodes comme celle qu'on vit depuis quelques mois de grandes turbulences. Grandes turbulences parce que des tensions sur les cours des matériaux, des matières premières, c'est ça vos difficultés principales aujourd'hui ? Oui, il y a en effet des transformations à la fois structurelles, la numérisation, la digitalisation, l'évolution de nos métiers en général, et puis il y a des évolutions plus conjoncturelles, des crises pandémiques avec la Covid qui était particulièrement violente, avec des effets très rapides, l'augmentation des matières premières, la guerre en Ukraine. Donc beaucoup de sujets qui secouent l'organisation et qui l'entraînent, je dirais, dans un besoin d'agilité et dans une série d'initiatives qui nous permettent à la fois de réagir assez vite, mais aussi de préparer de façon un peu plus structurée un futur avec des initiatives pour chacune des activités. Ouais. On va en détailler quelques-unes, mais tout ça dans un contexte de transformation écologique et environnementale qui est vraiment... Parce qu'il y a cette urgence que tout le monde connaît. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous les mots bâtiment durable ? Bâtiment durable, il s'agit avant tout d'imaginer des bâtiments ou des constructions ou des logements qui vont avoir moins d'impact sur l'environnement, qui vont être conçus avec des matériaux moins carbonés, avec des façons de faire moins carbonées, en réduisant l'impact du transport, et en trouvant également des architectures ou des façons de faire, des façons de construire qui seront plus efficaces. C'est aussi, et ça c'est très important, des bâtiments qui vont garder la chaleur à l'intérieur en hiver, qui vont éviter que cette chaleur ne rentre en été. Donc des bâtiments finalement qui seront plus efficaces au niveau énergétique. Ouais. Et notamment un béton bas carbone que vous avez développé avec l'école centrale de Nantes. Donc ça veut dire qu'il faut de l'innovation, il faut de l'intelligence collective. Ça s'appelle, je crois, Vitalis, ce béton bas carbone, c'est ça ? Absolument, on a une gamme de béton qu'on a mis en place avec un travail d'innovation qui est une vraie tradition au sein du groupe et qui est aussi le résultat d'un travail en effet avec toute une série de scientifiques de l'école centrale de Nantes. Ouais. Qu'est-ce qu'il a de particulier ? De nos équipes. Alors il a ceci de particulier qu'il requiert beaucoup moins d'énergie pour être produit. L'énergie est coûteuse en carbone. Donc pour décarboner un béton, on va essayer d'un côté de trouver des constituants qui vont être beaucoup moins impactants en carbone, et d'un autre côté, on va essayer de récupérer un certain nombre de granulats, par exemple, qu'on va récupérer sur des sites de déconstruction, qu'on va trier, qu'on va laver, qu'on va filtrer et qu'on va réintroduire dans les nouveaux bétons de construction. De cette façon, on va construire une forme d'économie circulaire le plus près possible des sites. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui dans votre business, ce béton bas carbone ? Est-ce que c'est devenu le matériau principal ou est-ce que c'est encore une part assez faible ? Alors on démarre. Oui, c'est le début. Vous savez, on a 2 mots qu'on aime bien mettre ensemble, ambition et humilité. Ouais. En matière d'environnement, je pense qu'on doit tous être très humbles. Et d'abord de commencer chacun d'entre nous par nous-mêmes et puis petit à petit d'essayer de mettre des choses en place. Alors, nous avons démarré ces gammes de béton bas carbone depuis quelques années, depuis 2-3 ans. Petit à petit, nous élargissons les gammes avec des performances de moins 10, moins 20, moins 30, moins 50% de carbone, de façon à être capable de les rendre attractifs. C'est-à-dire, l'enjeu pour tous les industriels, et c'est notre cas, c'est de transformer des gammes classiques aujourd'hui
dans des gammes décarbonées demain sans qu'il y ait de surcoût. C'est la question que j'allais vous poser. C'est-à-dire que vos clients, ils peuvent être demandeurs de béton bas carbone à condition qu'il ne soit pas beaucoup plus cher que le béton classique, quoi. C'est ça. Absolument. Oui. Si nous nous cantonnons à faire des produits très sophistiqués mais très chers, nous n'aurons jamais un déploiement de masse. Donc il est important que tout le monde ait accès, que ces bétons soient accessibles. Et ce qui est vrai pour nos bétons décarbonés et qui fonctionnent en économie circulaire et qui aujourd'hui sont en train de se développer, mais démarrent, ce sera vrai également pour tous nos autres produits. En tout cas, c'est notre ambition, c'est de précisément développer des gammes dans toutes nos activités qui auront ces vertus-là. Alors, encore une fois, c'est un travail de longue haleine, mais je pense qu'il faut s'y engager de façon très, très volontariste parce qu'il y a une demande qui émerge et qui est forte. Et c'est une demande qui est formidable, qui est celle des jeunes générations, qui deviennent de plus en plus intransigeants à ce sujet, et ils ont bien raison. Et donc, on doit être capable d'offrir des solutions abordables avec des technologies qui sont parfois assez sophistiquées, mais qui nous permettront de construire de façon beaucoup plus vertueuse dans le futur. Alors, parmi les activités du groupe Erige, il y a la menuiserie industrielle avec l'entreprise qui s'appelle Atlantem. Vous êtes en train de mettre en place une filière de recyclage des menuiseries en fin de vie. De quoi s'agit-il ? En fait, il s'agit dans un logement quel qu'il soit, le jour où on décide de faire une rénovation et de changer par exemple ses fenêtres, de récupérer ces fenêtres en fin de vie, de les démanteler, de séparer le verre du châssis, quel que soit son matériau, de recycler tous ces éléments et de nouveau de les réutiliser. C'est le principe de l'économie circulaire. C'était pas fait jusqu'à présent. Ce n'était pas fait. Ça partait quoi en décharge, enfouissement. En enfouissement. C'est terrible. Mais oui, c'est terrible. Dire que nous sommes dans un pays comme la France, on fait encore de l'enfouissement, c'est absurde. Parce que il faut bien se dire une chose, c'est qu'on a sans doute tort d'appeler un déchet un déchet. En réalité, un déchet est une matière qu'on peut réutiliser, réhabiliter, parfois à 100%, parfois moins, mais on doit évidemment faire cet effort-là, de récupérer, de trier, de collecter, et puis ensuite de le réinjecter dans les produits. Mais alors pourquoi on ne l'a pas fait avant ? Moi, c'est toujours une question que je me pose dans cette émission. Parce qu'il n'y avait pas encore la filière, il n'y avait pas encore la demande, parce qu'effectivement, dans tous les secteurs, on prend conscience que, comme vous dites, ce ne sont pas des déchets, ça a de la valeur. Donc pourquoi il n'y a pas eu un business qui s'est créé plus tôt, puisqu'il y avait de la valeur ? Mais je pense tout simplement qu'économiquement, c'est un investissement de mettre en place ce genre de filière. C'est plus compliqué que de prendre quelque chose de nouveau. Et vous savez, c'est un peu... le défaut qu'on a tous eu pendant des décennies, c'est de dire j'achète quelque chose et puis je le rejette. Oui, c'est ça. Eh bien non, on peut le réemployer. Alors peut-être qu'il faut le rénover et puis le reconfigurer. Mais en tout cas, ça n'existait pas parce qu'il n'y avait pas eu l'investissement nécessaire à la fois en temps, en imagination et en ressources financières pour mettre des filières comme celle-là en place. Et là, la filière dont on parle, c'est une filière qu'on a baptisé Menrec, menuiserie en fin de vie, qu'on va recycler, qu'on va réutiliser. Et par conséquent, on pourra se dire, mais finalement, toutes les nouvelles menuiseries du futur, des portes, des fenêtres, des volets roulants, seront finalement partiellement ou totalement produites à partir d'anciennes menuiseries qui auront eu terminé leur vie. Est-ce que l'aiguillon réglementaire joue un rôle aussi dans le cas particulier ? Parce que la loi AGEC anti-gaspi pour une économie circulaire change la donne quand même, notamment sur la question des invendus, etc., etc. Donc là, il y a eu besoin d'un aiguillon réglementaire, d'après vous ? Alors, je pense qu'il y a toujours un besoin un moment où les choses se mettent en place. On peut agir parce qu'on a envie de le faire et parce qu'on a une volonté de le faire. C'est partiellement ce qu'on est en train de mettre en place. Il peut y avoir également des obligations et des contraintes réglementaires. En l'occurrence, la loi AGEC qui n'est pas encore mise en place parce que les décrets ne sont pas tous passés. Il y a eu un décalage dans les décrets. Absolument. Ça arrive souvent, mais là particulièrement. Mais il va y avoir par exemple une REP du bâtiment. La REP, pour donner une explication très simple, c'est un dispositif qui s'applique déjà à plusieurs métiers, plusieurs types de produits. Par exemple, le petit électroménager, si vous avez chez vous un grille-pain, eh bien, vous allez payer quelques dizaines de centimes pour qu'il soit recyclé dans le futur. Eh bien, ça va s'appliquer à tous les produits du bâtiment. Ça veut dire que nous aurons petit à petit de plus en plus de produits du bâtiment qui vont être récupérés et ensuite dont on va utiliser
le recyclage pour faire des produits futurs. Donc c'est vertueux. C'est une chose qui est très positive. De la même façon, une autre réglementation qui est la RE 2020 va obliger toutes les constructions neuves à l'horizon de 2030 d'être décarbonées à hauteur de moins 30% par rapport à la réalité d'aujourd'hui. Donc il y a un moment où les réglementations sont positives pour faire bouger l'industrie, les clients, les acteurs, toutes les parties prenantes. Mais il y a aussi un volontarisme. Et je pense que le fait d'essayer toujours d'aller un peu plus loin et de pousser, je dirais, ce qu'on peut faire à quelque chose de positif, parce que ça permet aussi de créer un vrai dynamisme et une culture d'entreprise. Merci beaucoup. Merci Benoît Hainaut. À bientôt sur Bismart. C'est l'heure de notre débat. On parle commerce équitable tout de suite.